Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast AI Voices. Et aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai ramené le king de l'automatisation. Mais au-delà d'être un king de l'automatisation, messieurs, dames, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Antoine, mon associé. Celui qui est avec moi dans la galère, dans la tourmente, mais aussi dans les meilleurs moments. Antoine, je te laisse te présenter. Ravi d'être là et puis merci pour cette super introduction. C'est vraiment plaisir. Alors, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites depuis post-lycée où j'avais monté ma première boîte à l'âge de 22 ans. Moi, ma passion, clairement, c'est la tech, tout l'esprit un petit peu gros hacker, hack. J'adore filouter, trouver des méthodologies qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour arriver à mes fins. Donc, pour faire très simple, 3 entreprises cofondées. Alors, des succès, des échecs comme chaque entrepreneur, hein. Mais ce qui nous a amené à croiser nos chemins, je pense, c'est ce côté-là, vraiment automatisation, sales, marketing, trouver toujours la dernière petite pépite qui va faire qu'on va sortir du lot, surtout maintenant avec les IA où on peut vraiment s'en donner à cœur joie. Je pense que c'est ça qui a fait que on a croisé nos chemins et qu'aujourd'hui on est ensemble pour se présenter. Tu me fais la parfaite transition, je pense qu'on est assez complémentaires et c'est pour ça que ça fonctionne du feu de Dieu. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre l'IA et l'automatisation ? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA en ce moment, mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et de hauteur pour bien comprendre les deux piliers que ça représente. On parle d'automatisation surtout pour dire qu'on va interconnecter des outils entre eux, souvent avec des systèmes d'interopérabilité, API. Et l'idée, c'est de pouvoir connecter un logiciel A avec un logiciel B, voire C, etc., dans le but de faire transiter de l'information. Okay ? Et c'est ce qui permet finalement de faire des tâches très simples, comme par exemple, je dis n'importe quoi, une personne me répond à une campagne de prospection, automatiquement, elle remonte dans mon CRM, pas besoin de faire une double saisie. Automatisation basique. Maintenant, l'IA, ça va être une surcouche d'intelligence qu'on pourra mettre au-dessus et qui va pouvoir réfléchir et réaliser une tâche en plus. Et donc c'est ça qu'on parle d'IA, c'est qu'on va pouvoir amener une capacité de réflexion en plus de l'automatisation. Je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois, j'ai un peu l'impression qu'on parle beaucoup d'IA, mais en fait, il y a beaucoup de sujets d'automatisation aussi, tu vois. Ouais, et c'est vrai qu'on met de l'IA partout, mais en fait, encore faut-il connecter les outils entre eux pour justement avoir vraiment une plus-value et gagner un max de temps. Je pourrais même dire qu'on parle aussi maintenant d'agent IA. Ça, c'est encore le 3e niveau, en plus d'automatisation et d'assistant IA. Là, l'agent IA, c'est une entité à part entière qui aura carrément une capacité de réflexion et une autonomie pour réaliser des tâches. Donc, c'est-à-dire qu'un agent IA, c'est une IA auquel on aura branché plusieurs outils et c'est un peu comme si c'était un employé, une personne qui pourrait être un petit peu multitâche pour avoir une capacité autonome de réaliser des choses. Mais je pense que tu as encore aujourd'hui des contraintes, tu vois, de pouvoir laisser en toute autonomie, tu vois, un agent IA gérer ça, tu vois, tu vois, il y a quand même encore quelques contraintes à ficeler, tu vois, avant que ça soit, à mon sens, pleinement opérationnel, qu'on puisse vraiment lâcher les rênes et se dire, ok, let's go, fais-moi la stratégie, délivre-la aussi. Je suis d'accord, mais en fait, c'est tellement expansionniste, c'est-à-dire que quand tu prends du recul, hein, clairement, là, ChatGPT 3.5, ça fait même pas 2 ans. Aujourd'hui, quand tu vois le nombre d'outils, le nombre d'IA qui sont sortis, le nombre de nouvelles capacités qu'on peut avoir, mais en fait, t'imagines même pas encore dans 2 ans. Donc imagine dans 5 ans, 10 ans, ça va être incroyable. En fait, c'est même déjà dans 2 ans. Je pense qu'il peut y avoir la GI déjà d'ici 2 ans. Et en fait, qui dit AGI dit déjà il y a plein de boîtes qui vont être obsolètes, tu vois, parce qu'en fait même tu veux créer un SaaS ou tu as un SaaS depuis X années, en fait demande justement à l'IA de te créer justement un SaaS de A à Z. Mais déjà parlons plutôt de hack pour toi. Je pense qu'on se le dit au quotidien, hein, les boîtes qui adoptent pas l'IA aujourd'hui sont plutôt vouées malheureusement à l'échec. Et on dit pas ça parce qu'on est spécialisé sur le sujet, parce qu'on le voit au quotidien. Pour toi, c'est quoi les 3 indispensables, tu vois, par exemple qu'un dirigeant, tu vois, doit mettre en place pour au moins tu vois, assurer ses arrières côté 2025. Déjà d'une, c'est pas forcément des IA qu'il faut mettre en place. C'est super important parce qu'encore une fois, tout le monde parle d'IA à tout va, mais je suis sûr que la grande majorité des personnes ne savent même pas ce que c'est une IA. Et ne savent même pas faire la différence entre une automatisation et une IA. Ouais. Donc avant de mettre des IA en place, vous voyez quelles sont les tâches chronophages qui n'ont aucune valeur ajoutée dans votre boîte. Ensuite,
automatiser ces tâches-là. Une fois que ça s'est mis en place, derrière, si vous avez besoin en effet de réflexion ou des tâches peut-être sur de la création de contenu, sur de la rédaction, choses comme ça, là en effet, on pourra faire intervenir des IA. Passer dans l'ensemble des services et savoir, ok, noter une tâche. J'aime bien, tu vas te dire, ok, si une tâche tu le fais une tâche plus de 3 fois, note-la. Et en fait, celle-ci, après, tu vas voir comment on peut l'automatiser derrière. Il y a aussi de la douleur, parce que il y a des tâches qui peuvent être très courtes à faire, mais clairement qui te sortent par les trous de nez. Ouais. Et ça, il y a ça aussi. De devis facture, par exemple. Ouais, voilà. En fait, c'est tout ce qui te prend du temps, tout ce qui est ultra récurrent, tout ce qui n'a pas grande valeur ajoutée, et surtout, en fait, qu'est-ce qui te fait chier, quoi. C'est surtout ça. Et c'est pour ça qu'on met en place des outils qui vont permettre d'être focus sur ce que t'aimes faire, en fait, dans ton métier. Parce que tu te dis quand même, 70% de ton temps, tu le passes au taf. Donc si en plus de ça, tu fais un truc que t'aimes pas faire, bon courage. À ton avis, quand après les gens se lancent sur un projet d'IA, pourquoi est-ce qu'il y a pas mal de projets d'IA qui foirent dès le départ? En sales, déjà d'une, tu vois, si tu sais pas forcément comment parler à ton client, tu sais pas pertinemment quelle est ta valeur ajoutée, tu sais pas quels sont les pains de tes clients, comment veux-tu mettre en place une IA qui pourra réfléchir à ta place? C'est clair. En fait, il faut d'abord maîtriser ces sujets, les fondamentaux, puisque c'est comme ça et de cette manière-là que tu vas pouvoir paramétrer des IA avec tes règles, tes contraintes, tes objectifs et tes besoins. Et même, je le vois, tu vois, je pense, à chaque fois qu'on commence un projet, je pense que la première step, c'est de définir l'audience. Quels sont les pains, les desires, les comportements d'achat, etc. Ouais. Et si je suis entièrement d'accord avec toi, si t'as pas de base solide, après, c'est un peu compliqué. Je pense que pour 95% des gens, l'IA, c'est ChatGPT. Ouais, donc, t'as une idée en tête, tu lui poses une question et il doit te répondre tel que toi, tu l'aurais voulu. Sauf qu'encore une fois, il y a un énorme biais cognitif entre ta perception et la réalité du sujet. C'est-à-dire que si on n'apprend pas bien à parler à une IA, tout simplement, c'est une voiture, c'est un avion que tu dois piloter. Donc si tu sais pas comment le faire, forcément, tu vas te retrouver dans le mur. Notre taf, aujourd'hui, c'est surtout de faire un petit peu du programmatique de prompt, donc ce qu'on appelle du prompt engineering. C'est apprendre, en tout cas, avoir la capacité d'interagir avec l'IA qu'on mettra en place, alors soit ChatGPT, Claude, Perplexity, ce que tu veux, Mistral, voilà, et de comprendre comment elle fonctionne pour arriver à ton objectif. Et ensuite, encore une fois, d'abord tes fondamentaux à toi, est-ce qu'ils sont bien maîtrisés? Et une fois que ça s'est bien maîtrisé, c'est apprendre à gérer l'IA. Et là, franchement, si déjà d'une, ces deux piliers-là, ils sont bien maîtrisés, le résultat peut vraiment être banger. Et ce que je vois beaucoup, la raison pour laquelle des projets crashent, tu vois, en IA, c'est qu'en fait, tu vois, c'est un peu allez, let's go, je vais tout automatiser, mais en fait, il y a zéro mapping des process fait en amont. Ah oui. Il y a zéro, tu vois, diagnostic. Et je pense que tu es totalement en phase avec moi. Tu vas te dire qu'en fait, si t'as pas cette step préalable, tu vois, où on met tout sur le papier, ce que t'as dans ta tête, on le met sur papier pour déjà faire sauter plein de phases du processus qui n'ont pas lieu d'être, tu vois. Mais quand tu maps ça sur un papier et tu fais vraiment process étape par étape, tu vois, tu peux au moins déjà avoir la base. Pour comprendre déjà d'une comment tu fonctionnes, quels sont tes process, de manière très simple. Tu fais soit des bullet points. Aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je sais pas, sales, marketing, administratif. Quelles sont toutes mes tâches? Combien de temps elles me prennent? Qu'est-ce qui est prioritaire ou non prioritaire? Et après, le mieux, c'est sur chaque tâche, dessiner ce qu'on appelle un mind map, c'est une carte mentale avec des outils comme Miro, Whimsical, qui sont en plus gratuits, qui sont super. Et tu vas directement pouvoir dessiner tous tes process. Et rien qu'en faisant ça, c'est super parce que cette étape va te permettre de faire une sorte de photographie de ton état actuel des choses. Et de prendre conscience et du recul en te disant putain mais en fait ça mais pourquoi je fais ça comme ça, tu vois. Et rien que tout seul, tu vas pouvoir te mettre une claque en disant tiens ça potentiellement faut changer. Donc l'intérêt, encore une fois, comme un architecte, on va dessiner le plan de sa maison aujourd'hui. Et quel serait aussi le plan de la maison de demain que je voudrais avoir. C'est d'autant plus intéressant pour avoir de l'automatisation qui est pérenne et pas faire des allers-retours et en fait construire un truc, ok, parce que tu veux une automa, mais en fait, dans le temps, ça va pas être pérennisé. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils d'IA qui sortent tous les 4 matins qu'on est perdu dans un brouhaha constant. Aujourd'hui, cette méthodologie-là de faire l'architecture globale de ce qu'on veut permet d'ancrer dans la durabilité et dans la durée ce qu'on mettra en place. Et l'intérêt du travail ce qu'on fait aussi au quotidien, c'est de réfléchir long terme pour se dire tiens on a 3 outils qui sont sortis, mais on s'en tape parce clair. Que il y a des outils qui sont très puissants, on va déjà voir les tiens, les optimiser
Et pourquoi pas après les interconnecter avec des nouveaux, mais qui vont te permettre de rester solide pour encore 3, 4, 5 années. Et surtout que je pense que même on en rigole ensemble de temps en temps, tu vois, mais quand on voit, tu vois, des gens qui te disent, voici les 100 meilleurs outils d'IA sur le marché, mais attends, mais l'enfer. Et surtout que ce mec-là, après, tu vas un peu tchatcher, tu vas rigoler avec lui, et tu vas lui demander, alors, mais t'en utilises combien? Mais en fait, le mec en utilise 3, 5 dans son quotidien, grand max, tu vois. Donc en fait, c'est juste pour t'envoyer des trucs de likes, de commentaires, etc., pour que tu testes tous les milliards d'outils d'IA, mais ces mecs-là, ils utilisent pas du tout tous ces outils-là. Donc en fait, t'as pas besoin de 46 000 outils d'IA, t'as besoin d'en apprendre 1, 2, 3, tu vois, ou que tu maîtrises bien. Et voilà, donc arrête d'aller à la recherche du FOMO, tu vois, du OK, il faut que je les teste tous. T'es en train de perdre ton temps, quoi. T'es en train de perdre ton temps, ton énergie. Si on devait faire un starter pack sur la partie automatisation côté sales et marketing, tu penserais à quoi? Pour faire mes listes, Sales Navigator ou Faro, c'est les meilleurs. Ensuite, pour enrichir, Casper, Lucha, Full Enrich pour enrichir des numéros de téléphone. Pour tout ce qui va être séquençage d'email et LinkedIn, ça va être la grosse machine. Juste avec ça, c'est 3 catégories d'outils, bien maîtrisées, hein, avec une approche commerciale avec beaucoup de valeur. Vous pouvez faire des choses incroyables. Sur la partie IA, tu vois, ChatGPT, Claude, Mistral, tu vois, genre un des 3, très clairement. Moi, clairement, mon petit préféré, ça reste ChatGPT, parce que bien paramétré, et surtout qu'on peut l'interconnecter avec Zapier, Make, Airtable, qui vont pouvoir te faire une gestion complète de ton marketing et même d'automatiser intégralement tes posts sur LinkedIn, Insta, etc. Et juste, encore une fois, avec des outils simples mais efficaces, bien maîtrisés, on a une stack incroyable. Du coup, tu me fais penser à des automates qui peuvent être bangers sur la partie même création de contenu, tu vois, avec un mix d'outils d'IA, taper du Perplexity pour aller rechercher des informations, tu vois, après faire passer dans ChatGPT, Claude ou autre, tu vois, pour alimenter. Maintenant, si on veut rentrer dans quelque chose d'un peu plus complexe, un peu plus pro, de moduler un petit peu différents outils, ce qu'on appelle aussi de la mise en cascade. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des workflows, donc des scénarios avec des outils comme Zapier, mon préféré Make et même N8N, qui est mon petit nouveau bébé là. Et l'intérêt, c'est de pouvoir intégrer les outils dans des process, des workflows. Et si un outil réalise une tâche, l'autre pourra aussi en réaliser une autre. Et en fait, on va prendre la puissance de chaque IA pour arriver à nos fins, pour avoir un résultat qui pourrait clairement être humain, mais qui prendrait des heures à faire. Moi, je trouve que t'es un king sur Make. Clairement, j'ai rarement vu quelqu'un qui est aussi efficace que toi. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour devenir banger sur Make ou vraiment avoir un impact durable, quoi, même pour sa boîte s'il veut le faire solo? Alors, la ligne, c'est pas de s'éparpiller parce que tu as tellement de possibilités. Quels sont tes besoins réels en termes de priorité? Déjà, pose-toi. C'est quoi aujourd'hui mes 3 priorités urgentes là, ok? Et bah là après, t'as 10 000 vidéos sur YouTube, ou alors on peut aussi aider les gens là-dessus, hein, pour faire avec eux cet exercice-là, de prendre leurs outils, même d'en ajouter, pour faire avec eux tout le funnel. En même temps, on leur apprend en partageant l'écran, et derrière ils savent faire. C'est comme sur la partie IA, hein, c'est test, et cas d'usage par cas d'usage, plutôt que t'enflammer sur 10 milliards de cas. Au début, il y a eu Zapier. Qui est devenu extrêmement cher et bon, c'est bien pour commencer, je pense. Ensuite, Make, pour moi, qui est très visuel et qui est très puissant, ça a été construit à la base par des développeurs et qui a été un petit peu redesigné pour que le grand public puisse le comprendre, mais très puissant. Et maintenant, N8N commence à prendre beaucoup de place sur le marché puisqu'ils ont intégré cette notion d'agent IA où directement dans N8N, tu vas pouvoir brancher plein d'outils à un seul agent et c'est lui qui va pouvoir avoir la capacité de prendre des décisions et avoir une autonomie quasiment presque complète en fait sur des tâches. Ça, par contre, c'est assez ouf. Est-ce que tu peux éveiller mes chakras et éveiller les chakras de nos auditeurs sur des automatisations que tu trouves incroyables qu'on peut mettre en place? On l'a fait pour un client, là, il y a peu de temps, je te tairai le nom, bien sûr. Mais l'intérêt, c'est juste avec un vocal sur ton téléphone, tu vas pouvoir envoyer un email à la bonne personne. Ça va automatiquement créer une tâche pour savoir où ça en est. Ça te donne un reminder pour savoir si ça a bien été fait. Et comme ça, dans une boucle, tu vas directement pouvoir gérer tes tâches de par les emails que tu as pu recevoir, converser automatiquement avec tes clients pour que en fait, t'es plus de charge mentale par rapport à ça. Est-ce que t'es heureux des petits mails que tu reçois de temps en temps pour te dire que je suis fier de travailler avec toi? À chaque fois que je suis en démo et que j'utilise le GPT, j'ai toujours le même rituel.
C'est je fais un petit message vocal et je dis envoie un message vocal à Antoine pour lui dire que je suis ravie de travailler avec lui, etc. Donc j'imagine que on en a pas déjà parlé, mais je pense que tu dois avoir quelques petits messages sympas dans ta messagerie. Ouais, je suppose que ça vient un peu du même truc. C'est exactement ça. Et en parlant d'un agent IA, du coup, on en a créé un qui est assez banger. C'est une machine, c'est un employé IA qui te permet d'être une machine à engagement sur les réseaux, un agent qui va scraper toutes les trends, toutes les tendances, tous tes concurrents sur tous les réseaux, YouTube, Insta, TikTok, LinkedIn, checker tous les articles aussi sur des thématiques précises. Ça va analyser tout le contenu qui est pertinent de par ton métier et de par ta ligne éditoriale. Par rapport à des mots-clés, ouais. Par rapport à tes mots-clés, tout à fait. Et derrière, ça va te générer ton contenu, donc soit tes articles, soit tes posts, et les poster automatiquement pour toi. Alors bien sûr, tu as toujours le droit de regard pour dire si c'est OK ou pas, mais le temps gagné, mais c'est monstrueux en fait. Après, ça, tu peux le dupliquer, je pense, sur plein d'autres cas d'usage, comme par exemple, tu vois, les assos qu'on avait eu. Tu vois, il y a pas mal d'assos qui veulent, qui doivent répondre à des appels d'offres, tu vois. Ouais, qui répondent à des appels. Enfin, en fait, ils vont passer un temps fou les gens, ils vont passer un temps fou à chercher les appels d'offres, alors que tu peux mettre en place une automatisation qui récupère l'ensemble des appels d'offres, qui les classe dans un Airtable ou dans un endroit centralisé, tu vois, où on peut avoir pas mal d'informations. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que là, t'as hyper bien expliqué la logique, etc. Mais en fait, ça peut aller, on peut aller, tous les flux de données sont intéressants. Tu peux aller chercher des blogs, n'importe quel flux RSS. Pour revenir sur la partie ROI, c'est vrai qu'on a monté un petit outil, toi et moi, qui est trop stylé, qui te permet factuellement de poser quelle tâche tu fais, combien de temps elles te prennent par rapport à ton salaire moyen, et factuellement, pam, tu sais combien ça te coûte à l'année, en fait. Exactement. Et après, tu peux le multiplier par le nombre de collaborateurs. Et là, ça fait peur. Une personne qui est payée 42K à l'année, donc salaire moyen à Paris, t'économises 2 heures de temps par jour. C'est une économie annuelle par tête, par collaborateur de 12 000 euros. Ouais, c'est énorme. C'est dingue. Énorme. Antoine, moi, ce que j'adore, c'est que t'es mon hacker préféré. Est-ce que t'as des petits hacks à nous partager qui peut être impactant, tu vois, utile, là, straight? C'est un hack plutôt personnel parce que j'ai envie bientôt d'investir dans l'immobilier. Je monte un outil là qui permet de scraper tout le Bon Coin et seloger.fr. Et pareil, je monte un agent IA qui est un expert en immobilier et qui va me permettre d'analyser chaque annonce dans chaque ville de France pour me mettre une alerte en me disant tiens, ça c'est le coup banger qu'il faut que tu visites ou que tu regardes. Folie, dirais-je même. Est-ce que tu as d'autres hacks à nous partager? C'est vrai qu'on parle énormément de digitalisation et d'intangible en fait, mais on peut aussi faire plaisir à ses clients, même à des non-clients, mais pour la fidélisation, je sais pas, on arrive à une fin de contrat, on veut anticiper la fin de contrat pour qu'on fasse de l'upsales. On a un partenariat avec Gifty, GYFTI. On fait un petit bisou d'ailleurs au fondateur. Ouais, tout à fait. Et l'intérêt, c'est que dès qu'on va arriver sur une fin de contrat ou même une signature client, on appuie sur un bouton et automatiquement, il y a un cadeau qui part chez votre client qui va être brandé à votre effigie. En plus de ça, tu as un petit QR code que tu peux mettre sur ta bouteille de vin, je ne sais quoi. La personne, elle le scanne. Une petite vidéo de toi pour savoir si elle a bien reçu le cadeau, avec peut-être un Calendly dans la vidéo avec par exemple Vidéo Ask qui est super, et tu repositionnes un rendez-vous, tu vois. Mais l'expérience client, elle est incroyable. Et en plus de ça, tu peux envoyer automatiquement dans du multicanal un message vocal sur le téléphone de la personne pour savoir si elle a bien reçu le cadeau, enfin un email. C'est dingue, tu vois. Les projets qu'on reprend parfois, tu vois, où en fait il y a des fichiers Excel. En fait, tous les clients sont gérés sur des fichiers Excel, mais non, en fait on fait pas ça, quoi. Si tu veux justement pouvoir mettre en place ce type d'automatisation, t'as des CRM qui sont franchement hyper abordables sur le marché. T'as Pipedrive, t'as HubSpot, tu vois, genre qui font du feu de Dieu, tu vois, où t'as pas besoin de payer des licences, etc. Mais au moins t'as une vision globale de ton pipe. C'est un peu utopique de vouloir donner à des commerciaux, tu as des objectifs, alors que toi t'as même pas les outils ou t'as même pas les process en amont pour leur permettre de se projeter, tu vois. Je pense qu'il faut pas être radin en termes d'outils. Alors pas trop en avoir, ça sert à rien non plus. Mais encore une fois, les fondamentaux, c'est indispensable. Et justement, alors, petite parenthèse là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui doivent se demander Pipedrive, HubSpot, Salesforce, qu'est-ce que je choisis? Pour moi, clairement, Pipedrive, en termes de rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs. Il est très simple d'utilisation, il est super ouvert en termes d'API, on peut brancher tous les outils avec. Alors jusqu'à 10 commerciaux, il est super. Ensuite, dès que tu
dépasses une taille d'entreprise un peu plus en mode scale-up, où tu commences à avoir à partir de 10 commerciaux, là, peut-être se figer sur HubSpot, qui sera un peu plus structurant, où tu vas centraliser quand même pas mal d'outils en un seul outil. Forcément plus cher, mais mieux en termes de gestion, de traçabilité, de KPI et de pilotage. Ouais. Très important aussi pour les managers. Et derrière, dès que tu dépasses les 100, là, on rentre plus sur du paquebot avec du Salesforce. On a tous été commerciaux, tu vois, il y en a aucun qui remplisse le CRM, personne n'a envie de remplir le CRM, et tu vois, voilà. Mais donc, du coup, si tu as des outils, tu vois, genre qui te permettent, tu vois, que ça soit de refresh la data, qui est obsolète, au moins, tu as une vision globale, et t'es pas en train de perdre toute la data, surtout que maintenant, c'est assez simple. Encore une fois, c'est vrai que c'est une énorme tare pour un commercial. Les pires tares d'un commercial, c'est déjà d'une des listes dégueulasses. Où tu vas t'épuiser à trouver des numéros de téléphone ou des contacts. Et deuxièmement, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir suivre ta data et comment tu vas rentrer ta data dans ton CRM. Moi, je sais que je suis ce que j'appelle un feignant utile, mais qu'il y a quand même le mot feignant dedans. Ouais. Donc, si j'aime pas faire un truc, je vais pas le faire. C'est simple, en fait. Et c'est pour ça que du coup, l'automatisation, pour moi, c'est mamma mia, parce que t'as l'impression un peu d'être un dieu de ton propre quotidien, tu vois. Ça veut dire que tout ça, tu peux le gérer. Ce qui est super, c'est qu'avec des outils comme la grosse machine et l'Emlist, on peut programmer des remontées de contacts directement dans votre CRM dès qu'une personne répond. Donc t'as pas double saisie. En plus, entre les deux, tu peux automatiquement enrichir avec un 06. Donc imaginons, j'ai un mec qui me répond à mon mail. Bam, dans mon CRM, tout est marqué. Et en plus, j'ai son 06. J'appelle, je close. Je pense que tu sais, on a souvent discuté aussi ensemble des échecs qu'on a essuyés, entre guillemets. On est peut-être tombé parfois sur des mauvaises personnes ou parfois c'était des erreurs de parcours ou autre, mais qu'il faut garder nos valeurs, tu vois, et rester fidèle à ce qu'on fait, et voilà, être hyper fier de nous. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Merci de le dire. Mais c'est vrai, en fait, dire tout le monde peut entreprendre, oui. Mais sur le long terme, non. En fait, c'est juste ça. Que tu sois déter à ton débat au quotidien. Quand t'entreprends, tu te lances tout le temps, souvent avec la fleur au fusil en disant que tout va être beau. Mais très vite, tu te rends compte que quand tu veux évoluer et scaler, tu vas devoir mettre le pif dans les trucs que tu détestes faire. Et puis, n'oublions pas que gérer des boîtes, c'est une gestion de problèmes. Donc, c'est comment tu priorises tes problèmes, parce que c'est que gérer des problèmes. Donc, si t'as pas une capacité à te remettre en question, pas trop non plus, et à être résilient et à avoir un cap, c'est quand même compliqué. Il ne faut pas avoir peur de l'insécurité, parce que c'est que ça en fait à terme. T'as tellement d'investissements, tu vois, t'as tellement de choses qui fait que entre, tu vois, quand quelqu'un monte sa boîte, en fait déjà si c'est en SASU ou en auto-entrepreneur, dans tous les cas t'as des taxes, tu vois, donc ça me fait trop marrer. J'ai 50 000 euros, truc machin. Non mais attends, ce qui t'arrive sur le compte, en fait c'est 15 fois moins quoi. Faut pas se leurrer qu'il y a des coûts, c'est un investissement, tu vois, il faut penser long terme, tu vois, et il faut être trop déter quoi. Quand on y a goûté et si on aime ça, c'est impossible de revenir ça. Je sais que un petit CDI là, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux nous souhaiter pour cette année 2025 déjà? Comment toi tu vois les choses? C'est vraiment prendre du temps pour nous et de penser à nous. Et c'est bien parce qu'en général, les gens pensent pas forcément à eux. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on est toujours en train de courir derrière quelque chose et de jamais vraiment se poser pour se dire, en fait, là, ce que j'ai, ça, c'est déjà bien, tu vois. C'est cool ce qu'on a accompli, c'est trop bien, tu vois. Je rajouterai un truc, c'est aussi continuer à attirer des clients comme on a aujourd'hui. Ouais, clairement. Enfin, franchement, je me dis, je peux pas rêver mieux, quoi. Je pense qu'on peut être fier, tu vois, des clients qu'on accompagne, tu vois. Et puis surtout voyager. Parce qu'on a la chance, on a quand même un luxe, c'est de pouvoir, bosser à distance, quoi. C'est clair. Donc, la Brésil. Ouais. Ça va faire du bien. Je vois même pas la route du tunnel, le bout du tunnel, là, pour l'instant, mais écoute. Je peux déjà travailler dans les rues, dans le carnaval, là. Mais c'est clair, c'est tout ce que je nous souhaite. Tu es une belle personne. Et moi, je te dirais merci à toi. Tu ne sais pas à quel point, tu vois, je suis heureuse, vraiment, de t'avoir avec moi. Tout pareil. Dans le sens où, franchement, parfois, je suis au bout du rouleau. Tu sais très bien que c'est parfois difficile à gérer toute cette pression, etc. Je peux pas rêver meilleur associé. Clairement, pas une personne en qui j'ai fiable, réglo, tu vois, etc. Donc, clairement, trop hâte de continuer à accompagner tous nos clients et the best is yet to come. Tout réciproquement. Merci Antoine, à très vite. Merci à toi. Salut, bye bye.